Bonsoir à tous. Applaudissements bien sûr. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir Pablo. Bonsoir. On va aborder l'agence 422. Est-ce qu'on parle d'agence? Est-ce qu'on parle de studio, de prod? Est-ce qu'on parle de... On va essayer de définir un petit peu tout ça. Mais je te laisse te présenter Cyril. Très bien. Qui tu es. Donc je m'appelle Cyril, j'ai 38 ans et ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le métier. En fait, je suis d'une génération de graphistes en fait, parce que mon arrière-grand-père était graveur sur bois et en fait pour la première session des meilleurs ouvriers de France en fait, il a été lauréat en fait. D'accord. Mon grand-père lui était imprimeur. Ouais. Et mon père, qui aujourd'hui a 77 ans, est meilleur ouvrier de France en gravure en taille douce. Et donc, moi maintenant, je suis dans le métier, mais avec les nouvelles technologies, quoi. Et comme je disais à Pablo tout à l'heure en introduction, quand j'ai démarré, en fait, quand j'ai vraiment été à l'école, j'ai su tout de suite que je voulais être graphiste. Tous mes stages, en commençant par le stage de 3e, je l'ai fait en agence. C'était quelque chose que je voulais vraiment. Je l'avais dans le sang en fait. Mais quel est ton métier actuellement? Tu es directeur de création, c'est ça? Alors c'est ça. Mon métier aujourd'hui, je suis directeur de création, mais je fais également de la réalisation. Je fais également de la production. Et puis voilà. Enfin, mais en effet, je suis directeur de création aujourd'hui j'ai été, avant d'être directeur de création, j'ai été graphiste, ensuite directeur artistique et ensuite directeur de création. Mais je suis directeur de création que depuis 2 ans parce que c'est quelque chose c'est un métier qui est quand même bien spécifique et il y a vraiment un gap entre le directeur artistique et le directeur de création. Alors, c'est exactement la question suivante. Quel est donc ce gap? Parce que, effectivement, pour nos étudiants qui sont ici, la direction artistique, le graphisme, la communication visuelle, les agences de publicité, etc., c'est évidemment des mondes qui font rêver. Comment on pourrait définir ce fameux gap qui existe entre le directeur artistique, le graphiste, et le directeur de création? Comment tu pourrais le préciser tout ça? Alors, le directeur artistique, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler en fait, si on revient un petit peu au monde ouvrier, c'est un ouvrier en fait. C'est quelqu'un qui va produire, alors que le directeur de création, il va vraiment être sur la création des concepts, une intellectualisation en fait des sujets, et va travailler en fait avec des planner strat pour pouvoir consolider les idées. Et vraiment, le directeur artistique, lui, il va prendre part aussi aux idées, il va aussi proposer ses idées, mais toujours chapeauté par le directeur de création. Alors, dans les agences de publicité, le concepteur et lecteur travaille avec le directeur artistique pour mettre en place des campagnes. Mais dans le cadre de 422, il y a évidemment une spécificité, c'est que vous produisez beaucoup de contenu. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lancer le panneau immersion. Et ensuite, on va évidemment aborder peut-être 422. C'est quoi 422, etc. Alors, j'ai demandé à Elvis, à la régie, de nous envoyer peut-être le showreel. Et c'est un showreel absolument nouveau que tu nous présentes en exclusivité interstellaire. Exactement. Alors, on lance le showreel. Quelle est l'importance d'un showreel pour un studio de création de contenu? C'est le portfolio. C'est vraiment le showreel, c'est vraiment tous les projets en fait. C'est un montage en fait des meilleures séquences de tous les projets qu'on a fait dans une année.
Et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est comme ça en fait qu'on va aller chercher de nouveaux clients. C'est comme ça qu'on va montrer ce qu'on sait faire. Et là, par l'intermédiaire de ce showreel, en quoi il est nouveau pour vous? C'est-à-dire que vous avez intégré donc, les dernières réalisations, vous avez aussi adopté un nouveau rythme, vous souhaitez évoluer, parce que le montage c'est un sujet, mais l'objectif c'est évidemment de magnifier en fait ces rendus, parce que séparément ils obéissent à des briefs. Là, en l'occurrence, le showreel il a la nécessité de montrer une cohérence d'approche créative, avec évidemment la volonté d'être placé au gamme. C'est ça. C'est ça. En fait, nous, ce qu'on a vraiment voulu montrer dans ce showreel-là, c'est que, bon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment voulu montrer nos plus belles réalisations. Et on a voulu montrer en fait qu'on avait de la cohérence en fait dans tout ça. On a l'avantage qu'on a en fait chez 422, c'est qu'on a une idée en fait de là où on veut aller avec l'agence. Et c'est dans ce sens-là en fait qu'on a monté ce showreel. Alors, quand on est dans un registre d'immersion comme celui-ci, quelle est votre approche justement vis-à-vis du client? C'est-à-dire qu'on est d'accord que vous fabriquez donc du contenu, vous fabriquez des films, vous êtes plutôt dans une approche créative, donc publicitaire. Quels sont les domaines dans lesquels justement vous faites cette conception? Il y a du motion design, j'ai vu. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, nous, on est à la fois, on fait du storytelling, donc on écrit vraiment en fait tout le concept, tout le script. On intervient aussi pour certains clients en motion design uniquement, ou en post-prod, montage, etc. On fait également de la production vidéo. Et puis, on développe aussi en ce moment la partie photographie. En fait, c'est que des petits bouts qu'on essaye à chaque fois d'ajouter à notre carnet de commandes. Et 422, j'imagine que c'est lié avec le format de compression, mais peut-être aussi lié, c'est ça? Alors, c'est exactement ça. C'est lié au format de compression et c'est pas lié, et c'est un peu le problème qu'on a, c'est pas du tout lié en fait au 442 dans le foot. Okay. Parce que généralement on fait ça. En effet, c'est lié au format de compression et on aurait pu choisir 444 parce que c'est le meilleur format forcément, mais on trouvait que 422 c'était beaucoup plus à l'oreille en fait, c'était beaucoup plus facile. Quelle est votre approche donc, avec vos bouquins? D'abord, ils ont quelle taille? C'est des grosses marques, c'est des petites marques, c'est des startups. On est sur des produits cosmétiques, on est plutôt sur des produits comme conso. Vous avez, vous, une approche créative spécifique, parce que quand on se lance en tant que jeune studio, jeune agence, on a évidemment intérêt d'être immédiatement positionné et remarqué au travers de ces productions. Donc comment faites-vous pour rentrer chez les clients? C'est un peu un secret de fabrication, ça. Je ne sais pas. Non, alors comment on rentre chez un client? Comment on décroche un client? Comment on montre au client qu'il a fait le bon choix de passer par nous? Exactement. Voilà, c'est ça. Alors avant tout, en fait, trouver des clients, c'est vraiment du relationnel. C'est hyper important. Moi, mes techniques de relationnel, je peux pas vraiment les dire comme ça vu que c'est filmé, mais je pourrais en parler après. Mais ça reste quand même très soft. Bien sûr. Non, bien entendu, non. Mais en fait, on arrive en fait avec de nouvelles images. On fait beaucoup de chez 422 en fait, on fait beaucoup de veille. On est vraiment. Moi, j'ai l'avantage en fait d'être avec des associés. J'ai 2 associés qui sont à fond sur la veille technologique, et moi, je suis vraiment que sur la veille créative. Et en fait, la veille créative plus la veille technologique, ça fait qu'on arrive à sortir des images qui sont au bout du jour en fait. Et pour répondre vraiment à la question de comment accrocher le client, eh bien ça passe par comme je disais, du relationnel, une presse bien spécifique, bien montée pour que le client puisse comprendre que on est la bonne agence pour ça, parce que je vais pas, c'est pas un secret de polichinelle, hein, on n'est pas les seuls sur le marché, et on est même beaucoup en fait sur le marché, donc
Donc, voilà. Et du coup, c'est une presse type moodboard ou c'est une presse film carrément? Alors, non, c'est une presse de type moodboard, mais par contre, on met des films dedans. C'est-à-dire que on travaille beaucoup en fait avec toutes nos presses en fait, sur Google Slide parce que c'est très facile. Et attention, petit secret, c'est que Google Slide en fait c'est du cloud. Donc en fait, on peut avoir envoyé la presse et au dernier moment, avant que le client l'ouvre, on peut changer un petit truc parce que on a oublié. Voilà, c'est tout le temps. Non, ça c'est plus pour la blague, mais on s'est aperçu en fait que parce qu'en fait, avant de vraiment faire ces presses Google Slide, on a pas mal bossé avec des réalisateurs montants et qui venaient nous voir en nous disant voilà, on a besoin juste on a écrit le script, donc on nous envoyait un docboard et on nous disait bah voilà, il faut trouver des refs avec ce script et il faut monter une presse. Et en fait, je me suis aperçu que ces réalisateurs allaient chercher des clients, des pubs exorbitantes en fait. Donc je me suis dit mais en fait pourquoi pas réutiliser justement ce concept de presse pour l'agence. Et en fait ça a fait bouche quoi. Et comment tu distinguerais dans ton métier, tu distinguerais la veille technologique et la veille créative? Quel point tu distingues les deux? Par exemple, on le verra tout à l'heure, oui, on l'a déjà vu en showreel, mais on utilise de plus en plus aujourd'hui le drone FPV parce que c'est quelque chose de très. C'est dans l'air du temps. Et puis clairement, les clients aujourd'hui veulent voir ça en fait. Veulent voir on utilise beaucoup d'objectifs grand angle. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est dans l'air du temps et voilà. Alors, dans le cadre de l'immersion, tu nous as amené des documents. Ouais. Et j'aimerais, s'il te plaît, qu'on puisse effectivement les observer et les commenter. Ouais, bien sûr. Alors, quelle est l'approche chez vous de l'immersion? C'est-à-dire cette capacité à comprendre un brief, à s'immerger dans la réalité de l'annonceur, et on va pouvoir, et on regarde un petit peu ces éléments d'immersion. Alors, déjà, je voudrais juste faire un petit aparté sur ces éléments-là, en fait. Et ça, c'est vraiment pour vous, c'est hyper important. Ça, en fait, c'est un projet en fait, qu'on a travaillé pour la marque Nike, mais on n'a jamais eu les droits d'utiliser le logo Nike. En fait, c'est ce qu'on appelle un projet Ghost. Et c'est quand on a lancé la boîte, on s'est dit, bon, bah, c'est génial, on est 4. Et maintenant, il faut trouver des clients. Et donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant. On s'est dit, bon, pour trouver des clients, il faut avoir des choses à montrer, parce qu'on ne peut pas juste arriver en disant salut, on est tout nouveau, on vient de monter une boîte et on est prêt. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris nos caméras. On a demandé à des danseurs, à une chorégraphe, et on est parti écrire une fausse pub en fait, pour Nike. Et on l'a tournée. Et en fait, voilà, ça c'est un autre plan. Et en fait, on s'est rendu compte en la publiant et en l'envoyant en fait à nos prospects. On s'est rendu compte en fait que cette pub faisait mouche en fait, et donc la majeure partie des gens pensaient qu'on avait vraiment fait une pub pour Nike en fait, alors que on a tourné avec une bonne caméra, on a tourné avec une RED. Et puis après derrière c'était que de la bidouille et puis voilà, c'est une pub qui a coûté très cher à produire quoi. Mais et au-delà de cet exemple-là, quand vous arrivez donc avec votre démarche, l'objectif c'est d'essayer de comprendre le client. Ouais. Donc vous faites un travail initial sur la perception du consommateur auquel la pub va s'adresser. Vous établissez un petit benchmark, un positionnement de la marque, vous travaillez donc sur le branding de la marque, c'est ça. Vous venez avec des références et puis vous déroulez ensuite le projet. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, on travaille, quand on a un brief qui tombe, on travaille avec des planners strat. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est planner strat. Donc ça aide beaucoup. Tu peux rappeler ce qu'est un planner stratégique à nous? Alors ça c'est pas sympa parce que c'est très compliqué à expliquer. Et surtout qu'en plus, je sais qu'il va regarder cette vidéo une fois qu'elle sera sur YouTube. Et donc, il va m'appeler, et je sais qu'il va regarder jusqu'au bout de la vidéo, il va m'appeler si je me trompe dans
dans la définition. Donc on va se sauter bon courage. Donc je vais essayer. En fait, un planner strat, c'est quelqu'un qui va étudier les tendances et qui va vraiment aller chercher donc vraiment, il va étudier le client, il va étudier les tendances et c'est lui qui va dire ok, pour ce projet-là, il faut qu'on parte dans ce sens-là parce que vos concurrents travaillent comme ça. Vous travaillez comme ça, mais si vous voulez vraiment donner cette idée-là, c'est comme ça qu'on y va. Et en gros, le planner strat, c'est celui qui va vraiment être avec le directeur de création et avec les directeurs artistiques, qui va être en fait à la genèse en fait de l'idée. Oui, il est vraiment sur la veille et il a un rôle fondamental dans l'approche du branding. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà un travail qui est fait par l'annonceur quand le client se présente, mais lui va pouvoir détecter des éléments peut-être manquants dans la raquette et aborder avec le directeur de création et le responsable stratégique un projet qui est censé répondre aux besoins du client, qui parfois lui-même ne l'a pas tout à fait identifié. Bah justement, c'est l'avantage du planner strat, c'est que comme il ne travaille pas pour le client, en fait, lui, il a un œil extérieur, en fait, et justement, il va amener ce côté extérieur, ce côté œil neuf, en fait, pour le client. Alors, c'est là où on va basculer sur la partie numéro 2, qui est la partie conception. Dans la partie conception, ce qui est très intéressant, c'est que tu nous as amené d'autres éléments. Et en fait, on va pouvoir peut-être faire le lien, puisqu'on retrace un petit peu le parcours de l'idée, puisque c'est tout l'enjeu en fait du travail du planeur et du directeur de création et du responsable de définir en fait des axes créatifs et ensuite d'avancer la réponse aux besoins du client. Donc, tu nous as amené d'autres éléments. C'est ça. Est-ce que tu peux définir votre approche créative ? Comment vous faites ça ? C'est-à-dire, vous avez eu rendez-vous avec votre client, vous revenez un peu à l'agence, chacun travaille dans son coin, ou vous avez des étapes de brainstorm et puis vous commencez... C'est ça, en fait, déjà le premier rendez-vous, il est vraiment crucial parce que généralement, en plus, on le fait chez le client, ce qui nous permet en fait de comprendre l'univers. Parce qu'en fait, ce qui est hyper fondamental... Ça, c'est un vrai tip, ça. Vous réfléchissez à la création chez le client. Ouais. Ben oui, parce que en fait, ce qui est important en fait de comprendre, c'est que nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On vend un service, mais on ne connaît pas du tout en fait l'univers du client. Donc le fait de faire cette réunion chez lui, ça nous permet vraiment de commencer un peu à comprendre comment il fonctionne, parce que ça reste quand même, enfin, on a beau amener toutes les idées créatives qu'on veut. Derrière, c'est quand même le client qui connaît son marché. C'est lui qui connaît son marché, c'est lui, il est venu avec une problématique pour justement, en fait, que nous, on réponde à cette problématique. Oui, vous avez un aspect un peu psychologique, pour se mettre un peu à la place du client. C'est ça. L'entreprise. C'est vraiment le gros, la grosse difficulté, en fait, à ce moment-là, c'est de se mettre à la place du client, comme tu dis, Pablo, justement, c'est de comprendre, en fait, ce qu'il veut. La pire chose quand on est créatif, c'est d'essayer de se dire, d'essayer de se mettre à la place du client et de se dire, ok, le client en fait, j'essaie de lui expliquer avec mes mots l'idée, mais le client il a déjà, lui en fait, dans sa tête, il s'est aussi fait une idée. Est-ce qu'il a compris l'idée que je lui donnais, ou est-ce que justement il s'est fait autre chose? Donc il faut justement essayer de faire ce travail d'introspection et de se mettre à la place du client. Et ça passe par de la reformulation ? Alors ça passe par de la reformulation, ça passe par un storyboard, ça passe par des images de ref qui sont justement qui vont permettre d'asseoir en fait la direction créative. Alors toi, en tant que directeur de création, tu as évidemment un rôle prépondérant dans la capacité normalement de convaincre, parce que d'une intuition, il faut la transformer en conviction chez le client. Il y a quand même aussi une part budgétaire qui est non négligeable. Comment tu travailles ton pitch ? Est-ce que tu mets en place... tous les directeurs de création ont un petit peu leur secret. Quelle est ta méthode ? C'est une bonne question. Merci. C'est vrai que je me suis jamais vraiment posé cette question,
j'ai toujours été vraiment à l'instinct et ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai pas vraiment la réponse, ça m'embête un peu. Alors peut-être pour t'aider, vous procédez par, on a toujours la sacro-sainte, je dirais, recommandation avec tant de slides, présentation keynote, machin, et puis évidemment avec derrière des clés ou des messages qui sont identifiés et des refs qui sont là pour expliquer comment vous allez après derrière produire le contenu. Mais il y a une approche qui est évidemment un petit peu différente, j'imagine, d'un client à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont purement imaginatifs, et ceux-là sont rares, et il y en a d'autres qui doivent se projeter avec déjà des KPI, avec déjà une compréhension des médias sur lesquels on va diffuser. C'est moins dans l'information qui est nécessaire pour eux que pour le retour sur investissement qu'ils vont en avoir. Ouais, c'est ça. Enfin, on est, c'est tout ce que tu as dit. non, mais oui. Enfin, c'est encore une fois, c'est. Je sais pas s'il y a vraiment une recette miracle, en fait, parce que tous les clients sont tous différents. Et on le dit souvent dans le management, en fait, la ressource la plus dure à gérer, c'est l'être humain. Parce que l'être humain, en fait, est vivant, il a une conscience, il réagit, il réfléchit indépendamment en fait des autres. Donc c'est. Et toi, en fait, pour aussi vendre une bonne idée, il faut être convaincu que ce soit une bonne idée. Bien sûr. Donc c'est tout l'art du directeur de création. Bien sûr. Comment tu identifies que c'est une bonne idée? C'est quoi une bonne idée? C'est quoi une bonne idée? En fait, personnellement, et ça encore, ça n'engage que moi, mais je le sais tout de suite. C'est assez instinctif. Je suis quelqu'un qui travaille énormément et cérébralement parlant, je travaille aussi beaucoup. Je suis, mon cerveau n'est jamais en repos sur les idées. Et tant que je suis pas persuadé que c'est la bonne idée, je continue de ruminer. Je ne passerai jamais à autre chose tant que j'aurais pas trouvé la bonne idée. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est... Quand la bonne idée, elle tombe, je le sais tout de suite. Et puis, de toute façon, à côté, ça m'est déjà arrivé aussi avec mes associés, où je leur dis, c'est comme ça qu'on y va, c'est comme ça, c'est comme ça. Et eux qui me disent à côté, ah non, on peut pas faire ça, c'est pas possible, ça veut rien dire. Non, on y va, c'est comme ça. Et en fait, en présentant au client, le client dit ok, bon coup quoi. Je trouve. Et une des difficultés un peu aussi, c'est la multiplication, enfin, la multiplicité des interlocuteurs. Ah, oui. Oui, parce qu'en fait, en pub, mais de toute façon, que ce soit en pub dans tout, hein, dans tous les métiers, mais on peut être face à un interlocuteur qui va justement, en fait, qui lui va décider des choses. Mais moi, je me suis déjà retrouvé face à 10 interlocuteurs et face à des gens, en fait, qui étaient à la réunion et qui n'étaient là que pour être là. Et qui, tout d'un coup, donnaient un point de vue. Parce qu'il fallait donner le point de vue. Parce que si on ne donnait pas le point de vue, en fait, on n'existait pas. Et alors, il y a ça, et puis après, derrière, il y a... C'est le pire, je pense, le pire dans les clients, et c'est pas spécialement des clients que j'ai eu moi, mais le pire, c'est le client qui dit ok, j'ai vu votre idée, je vais la présenter à tout le monde et je vais revenir vers vous. Et alors là, en fait, le pire c'est que dans des cas comme ça, en fait, on tombe sur du j'aime pas. Et le j'aime pas, c'est pas possible. Enfin, on peut pas définir une idée sur un j'aime pas. On est obligé en fait de raconter toute l'histoire qui est autour. Et justement, c'est ce qu'on fait nous avec tout le storytelling en fait qu'on écrit. C'est on raconte cette histoire pour justement asseoir en fait l'idée et asseoir cette idée. Dans les exemples que tu nous as amenés, on peut déceler effectivement cette approche via du storytelling. Est-ce que tu peux nous commenter ces images? Oui, bien sûr. Ça, c'était pour le script. Donc, on a tourné au Shangri-La.
donc un palace parisien à Indiana. Et en fait, ça c'était des images de rêve qu'on avait récupérées pour justement montrer en fait qu'on voulait justement apporter ce côté détaillé. Parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu, et de toute façon on verra dans les autres images, ça c'est les images qu'on a tournées. La difficulté en fait qu'on avait avec ce projet-là, c'était que le Shangri-La en fait c'est les anciens appartements de Roland Bonaparte. Et quand ils sont arrivés, donc ils ont construit le Shangri-La. Il faut savoir que le Shangri-La en fait c'est une chaîne chinoise d'hôtels. Et quand ils sont arrivés à Paris en fait, ils ont voulu garder cette empreinte vraiment napoléonienne, etc. et apporter la touche chinoise. Et donc toute la difficulté en fait de ce projet-là, c'était de montrer à la fois la culture française mêlée à la culture chinoise. Et donc c'est pour ça que voilà, là on est vraiment dans le bar en fait du Shangri-La. Ça c'est des plans qu'on a tournés pour la pub. Et donc on voit vraiment le côté très napoléonien en fait des colonnes qui sont derrière, des tapisseries qui sont utilisées, etc. Et pour la petite histoire aussi, pourquoi c'est important en fait d'avoir filmé aussi ce cocktail-là, enfin ces cocktails, c'est parce qu'en fait Roland Bonaparte avait un herbier. Il avait un énorme herbier en fait, et il était fan de botanique, etc. Et en fait le bar s'appelle le bar botanique. Et donc tous les cocktails en fait du bar en fait du Shangri-La sont autour de la thématique de la botanique. Donc vraiment on peut dire que l'immersion liée à la conception, ce n'est pas uniquement se pencher sur le client et ses problématiques diverses et variées, c'est aussi prendre possession d'un lieu, s'inspirer du lieu, aller chercher son histoire et les éléments de référence qui peuvent guider une création. C'est ça. Ben là, en fait, juste avant le tournage, par exemple, il y a une réunion au Shangri-La. Il y a deux repérages où vraiment on a été dans tout le palace, on avait vraiment accès, le all access dans tout le palace, et surtout dans les éléments qu'on voulait montrer. Alors quand je dis qu'on voulait montrer, c'est que le client voulait montrer, parce que le client était très avec une seule remarque, c'était on veut montrer toutes les strates en fait de tout ce qu'on vend. Et donc on devait en fait trouver une idée autour de tout ça. Et du coup, quand tu te retrouves en repérage sur la deuxième visite, dans quel mindset pour faire une bonne justement visite pour que ça produise justement les idées qu'est-ce que tu te conditionnes du coup? Alors, c'est moi je suis pas spécialement la bonne personne pour parler de ça parce que le Shangri-La je le connais depuis un petit moment. Mais donc, je vais pas dire que c'est ma deuxième maison, ce qui est pas vrai, parce que voilà. Mais disons que j'ai fait ces deux repérages, mais j'ai travaillé pour le Shangri-La en 2011 déjà quand il est arrivé. Donc je connaissais déjà bien les lieux. Et quand je suis arrivé au premier repérage, j'ai dit une chose à mes clientes. Je leur ai dit, moi il y a un truc que je veux faire ressortir dans la vidéo, c'est le côté olfactif. Parce que en fait, tout le palace joue sur les sens en fait. Et quand on rentre dans le Shangri-La, il y a une odeur particulière, qui est une odeur en fait qui est signature en fait du palace. Donc c'était ça que je voulais faire ressortir en vidéo, faire ressortir de l'odeur en vidéo, c'est un peu concept. Donc c'est pour ça qu'on vient justement chercher ces plans-là en fait où on vient sentir les fleurs. C'est vraiment ce côté-là en fait qu'on vient rechercher. La texture. C'est ça, la texture aussi. Non, c'est vraiment. Faut y aller, faut vraiment y aller. Alors comme on y va, on va maintenant passer à la formulation. Alors la formulation, ce qui est important, on l'a bien compris, donc quand on crée effectivement du contenu et de l'image,
c'est l'aspect repérage. Et dans le cadre des éléments que nous apportait aussi en formulation, on s'aperçoit que la qualité photographique, la qualité technique, le rendu visuel est extrêmement important chez 422. Est-ce que tu peux nous expliquer cette approche? Parce qu'elle est là aussi, je dirais, dans un cadre distinct. C'est ce qui vous distingue peut-être d'une autre, je dirais, d'un autre studio, d'une autre agence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu votre approche de la direction artistique et la réalisation? C'était important en fait pour nous, alors principalement pour le Shangri-La, mais en effet pour tous les projets sur lesquels on travaille. C'était important ici de récupérer en fait une image très cinématographique. Et c'est pour ça en fait que on a vraiment travaillé énormément en post-prod et en étalonnage sur la qualité des plans et assez rapidement forcément mes clients m'ont demandé une V1 forcément assez rapidement pour voir en fait ce qui avait été tourné et j'ai pris le parti de faire venir tout de suite un étalonneur pour travailler l'étalonnage parce que je ne voulais absolument pas montrer en fait les images pas brutes de caméra mais avec une lutte, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait là sur ce plan-là, enfin sur ce projet-là, j'ai 3 types de caméras. Donc là je vais vraiment rentrer dans le technique. J'ai une Red Komodo. J'ai une GoPro qui est sur le drone FPV qu'on voit là. Et j'ai un A7S3. Donc en fait j'avais vraiment 3 qualités d'image différentes. Et il fallait à tout prix travailler l'image avant d'envoyer. Parce que je savais, de toute façon, je savais que mon client, ça aurait créé des points de blocage chez mon client si les images n'étaient pas harmonisées. On sent bien du coup le travail, cet aspect cinématographique qui du coup est déterminant. Et sûr qu'un client, si tu lui montres un truc à moitié fait, t'as pas lui demander alors que. Surtout qu'en fait, le Shangri-La c'est très jaune. Tout est très jaune. Alors, quand on a vu les images de la GoPro, là, ces images-là, quand on a vu ces images-là brutes de GoPro, on a fait oulala, comment on va travailler ça? Et puis voilà, et puis en fait on a réussi, c'était des heures de travail, mais et là où on a vraiment transformé l'essai, j'ai envie de dire, c'est que le client a tout de suite dit ok, on a eu, je crois qu'on a dû faire 3 versions, mais vraiment des petits ajustements. Et le client tout de suite a été séduit par le projet. Faut savoir aussi que le client nous a suivis pendant tout le tournage. C'est-à-dire qu'en fait, il voyait aussi, avec mon retour de caméra, il voyait en fait ce qu'on était en train de filmer. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour lui de se projeter tant que le montage n'est pas fait, etc. Alors, en fait, ce qui caractérise donc K22, c'est cette approche un peu plastique, un peu direction artistique assez poussée, notamment en utilisant du matériel, des drones, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que la qualité aujourd'hui technique, on l'apporte. Et on est sur du contenu où tout à chacun aujourd'hui peut récupérer des images absolument spécifiques. Est-ce que votre approche aussi consistait à fabriquer des contenus plutôt dédiés sur des services parce que là, on parle beaucoup du Shangri-La, mais sur les autres sujets, vous avez une approche qui est plus, je dirais, branding des marques. Vous travaillez par exemple sur des éléments filmés qui sont dans les magasins. Vous faites un peu de motion. Alors ouais, c'est ça. En fait, on travaille. On a plusieurs types de clients. Donc, que ce soit l'annonceur, comme le Shangri-La par exemple en direct, mais on travaille aussi avec des agences où on intervient sur la partie motion pure et dure et ou du montage, comme tu disais. Mais vraiment, la partie storytelling elle est vraiment principalement sur nos clients directs où on a vraiment la main mise surtout parce que les agences amènent directement l'idée et amènent directement. Est-ce que du coup, dans ce cas-là, tu as aussi des refs cinématographiques? Je parle de The Chef, par exemple, qui vont aussi
pouvoir distiller au sein de bulles qui sont tout le temps. Alors oui, on a aussi ça. On apporte en fait justement ce côté très cinématographique. On essaye. Alors après, attention, on l'apporte pas. Pas tout le temps parce que dernièrement on a travaillé pour eBay et eBay il fallait on devait travailler vraiment sur de l'authentique. Donc on ne pouvait pas amener ce côté cinématographique. Il fallait qu'on apporte une belle image, mais il fallait que le client tout de suite se dise ok, je suis vraiment dans un mode reportage, je suis pas du tout dans un... C'est pas une pub. En fait, toute la difficulté de ce projet-là sur eBay, c'était de faire comprendre aux clients, aux spectateurs en tout cas, qui regardaient la vidéo, que ça aurait pu être filmé avec un iPhone et ça. Alors, pas du tout. Mais comment tu fais justement, comment tu travailles une image qui va avoir un rendu amateur ou enfin, en tout cas documentaire ou partage, mais en maîtrisant et en travaillant avec des outils qui sont beaucoup plus efficaces. Alors, on travaille de deux manières, c'est-à-dire que on dégrade pas, non forcément, mais on travaille à la fois sur des mouvements de caméra qui peuvent être très très violents. C'est ça, voilà. Et après derrière on travaille avec on fait toujours une passe d'étalonnage, mais on essaye de se rapprocher au mieux en fait de la réalité, mais tout en mettant quand même un petit peu plus pour montrer pour embellir l'image en fait. C'est vraiment ça passe par les frames par seconde aussi Ça peut passer par les frames par seconde aussi, ouais. Ça peut passer par ça. Mais là, on a travaillé sur un dernier projet où justement, volontairement, on a baissé le shutter en fait de la caméra pour vraiment travailler sur des images très brutes en fait, mais qui après derrière avec une base d'étalonnage parce que voilà, je parle d'étalonnage depuis tout à l'heure, mais on est obligé aujourd'hui de passer par une base d'étalonnage parce que quand on filme en log, donc vraiment avec une saturation qui est vraiment baissée. Et justement, en fait, c'est le côté... je suis en train de me perdre dans mes mots, mais ce que je veux dire, c'est que on est obligé de passer par l'étalonnage parce que on doit embellir en fait l'image et récupérer en fait une qualité d'image. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde passe par... même avec son smartphone, en fait, quand on filme, c'est une image qui a été travaillée par Apple en fait. Ils ont déjà, pour Apple par exemple, ils ont déjà en fait mis leur lutte interne et donc on a déjà une belle qualité d'image. Je crois qu'il est temps de passer à la quatrième partie qui est l'exécution. L'exécution, c'est effectivement donc, le rendu, donc c'est la présentation effectivement au client du matériel, mais c'est aussi, je dirais, une vision plus ample peut-être sur la diffusion. Quand on est une agence de contenu ou quand on travaille sur ces spécificités-là, on a forcément un regard sur la manière dont les éléments sont diffusés. Quelle est l'approche de 4.2 sur ces sujets? Est-ce que vous allez jusqu'à la recommandation et la diffusion? Vous travaillez effectivement ces éléments sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Alors oui, là par exemple, sur ce projet-là, c'était un projet qui était vraiment destiné aux réseaux sociaux. Donc vraiment avec c'était pour Instagram. Là nous on a récupéré les images en 16/9, mais la destination finale c'était vraiment du 9/16. Nous on travaille généralement avec un service marketing en fait, que ce soit chez le client, soit des freelances qui nous aident justement à travailler en fait ces médias-là pour à destination que ce soit des réseaux sociaux ou du cinéma voilà, c'est vraiment ou de la pub. La télé c'est quelque chose de très charté, hein, donc c'est Et donc, quand par exemple, on a reçu la semaine dernière pour Billy,
Il vous arrive aussi de prendre comme référence ce type de médias déjà pour aborder peut-être un contenu un peu plus spécifique ou un concept, je dirais, de contenu un peu différent. Bien sûr, aujourd'hui, Combini, Brut, c'est la référence. Hein. Enfin, tout le monde aujourd'hui veut faire du Brut ou du Combini. C'est vraiment devenu quelque chose de très... nous, on a eu plein de fois des demandes comme ça, on veut faire une interview à la Combini, on veut faire une interview à la Brut. Enfin, c'est vraiment... Et c'est toute la difficulté de la chose, en fait, c'est d'arriver à se rapprocher au plus près, en fait, de la référence, sans faire comme la référence. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'aime créer. Généralement, quand on vient me voir et qu'on me dit ouais, je veux une interview à la Combini, généralement, je passe 5 minutes à me dire. Mais voilà, mais c'est la règle aujourd'hui. Enfin, le client vient nous voir, nous demande ça, ok, pas de problème, on va le faire. Et donc, toute la difficulté, c'est justement en DA et en motion de s'approcher le plus proche de la ref sans qu'on dise ah mais les gars, vous avez copié quoi. Et du coup, est-ce que tu peux faire aussi glisser ou dévier un peu justement les premières envies pour amener quelque chose de peut-être plus créatif ou quelque chose qui alors, aller aussi dans son client? Bien sûr. Alors, on peut, mais généralement quand le client vient et il y a déjà une rêve bien précise, etc., c'est juste indéboulonnable. Mais pour revenir au Shangri-La, ta question, Pablo, me fait penser à quelque chose. Pour revenir au Shangri-La, le Shangri-La, à la base, est venu nous voir il y a 2 ans avec une demande. C'était on veut filmer la façade du Shangri-La avec des effets de lumière dessus. C'était ça. C'était la demande qu'ils avaient. Et cette demande, c'était pour, il me semble, je crois que c'était la nouvelle année. C'était pour faire une petite vidéo sur la nouvelle année sur Instagram. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, ok, on va vous faire un devis pour ça. Mais par contre, on a une autre idée. Et l'autre idée, c'est de mettre un drone FPV dans le Shangri-La. C'est quelque chose qui ne se faisait pas encore beaucoup. Et on s'est dit, ça, c'est un super truc. Donc, on va vous faire également un devis pour ça. Ce qui, en termes de tarifs, n'était pas du tout la même chose. Mais ça nous permettait déjà de commencer à mettre l'idée dans la tête du client. Et de voir, en fait, tout sa réaction, quoi. Et il s'est avéré que le client nous a répondu en nous disant, bah, c'est très bien, on va prendre le premier devis. Donc, juste la façade filmée. Et à la fin du mail, c'était « Mais votre idée, elle est vraiment bien. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de budget pour ça. Mais on la garde dans un coin de notre tête. » Donc, moi, je vois le mail arriver, je me dis « Bon, ok, le client m'a dit ça, c'est une formule de politesse. Bon, c'est pas grave. » Et puis, au final, 2 ans plus tard, sorti de nulle part, je reçois un mail disant « Bah voilà, on va travailler sur cette idée-là. » Et c'est là en fait où on a commencé à travailler, c'était en août, et on a commencé à travailler là-dessus, et puis voilà. C'est ça. Là, on regarde des images donc, de Gran Turismo 7. C'est ça. Une opération qui mêle quand même une franchise mondialement connue, avec des guests mondialement connus. Donc c'est une opération de captation. Ça. On est sur du contenu live ou pas? Non, pas du tout. Non, là en fait c'est le principe en fait c'était on accompagnait PlayStation France en fait sur le déploiement de Gran Turismo 7, sur la sortie de Gran Turismo 7, et le principe c'était de faire vraiment des interviews d'Esteban Ocon qui testait en même temps le jeu. C'était vraiment le concept. Et est-ce que la volonté de K22 c'est d'aller vers cette dimension du live? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut vivre une expérience forte, on veut travailler sur un branding de marque fort, et on veut évidemment créer du lien tout de suite spécifique avec évidemment l'auditeur, la cible, le spectateur. Est-ce que cette dimension du live, c'est quelque chose qui vous attire, ou est-ce que vous restez sur cette approche de contenu qui sera diffusée plutôt a posteriori?
Alors aujourd'hui, on reste vraiment sur cette approche de contenu qui est diffusé plus tard. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas travailler sur du live? C'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas du tout encore travaillé. Mais si l'occasion se présente, bah let's go. Ça serait une demande du client qui vous amènerait à aller chercher justement à vous challenger sur ce type de prérogative, ou est-ce que ce serait l'évolution, je dirais, normale d'un fabricant de contenu aujourd'hui? Parce que en gros, on s'aperçoit que tout ce qui est peut-être lié à des formes d'expérience nouvelles et puissantes va prendre le pas sur, je dirais, ce qu'on a l'habitude déjà de consommer à longueur de temps sur nos feeds. Est-ce que vous êtes déjà dans cette réflexion-là, ou est-ce que pour le moment c'est un plafond de verre qu'on ne s'autorise pas parce que le business fait que pour le moment on n'est pas forcément interrogé sur ces logiques? Non, pour l'instant, nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne part pas, le live, parce que c'est un métier. C'est une technologie qu'on ne maîtrise pas encore. Et pour moi, aujourd'hui, c'est hyper important en tant qu'entrepreneur, avant tout, de vendre un service qu'on maîtrise. Si on ne le maîtrise pas, je ne veux pas le vendre. C'est quelque chose qui, pour moi, est... Donc, ça viendrait, en fait, potentiellement d'un client, et à ce moment-là, on se poserait la question. Mais est-ce que, alors déjà, nous aussi, on se posera la question, est-ce qu'on est aussi la bonne équipe pour ça? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait de la prospection ou quand on est avec des prospects, etc., il faut aussi connaître ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, c'est absolument, je dirais pas que c'est une faiblesse, mais c'est absolument pas une force chez nous, en fait, le live. Donc, pour moi, c'est potentiellement des choses qu'on pourrait faire à l'avenir, mais demain, si j'ai un appel pour du live, je partirai pas dessus, ou du moins je trouverai en fait une boîte qui le fait et qui le fait beaucoup mieux que nous. Et ce qui veut dire que dans le cadre du développement de Cat22, c'est quoi Cat22 dans 10 ans? C'est une agence qui s'est développée aussi sur l'identité, peut-être sur un conseil stratégique peut-être plus développé, sur lequel vous pourriez prendre davantage d'éléments de réflexion. Aujourd'hui, les budgets publicitaires ils sont extrêmement variés, voire même découpés en fonction de compétences. C'est quoi votre développement pour Cat22? L'avenir de Cat22. Donc nous, de toute façon, pour nous, on veut vraiment partir sur de la pub. On veut vraiment rester dans la pub. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui nous fait triper. Et moi, je fais partie des gens en fait qui arrivent au cinéma avant la séance parce que je veux voir les pubs. Alors, ça peut être bête comme ça, mais moi, je suis un enfant de la pub et pour moi, la pub, c'est quelque chose de... alors, je cherche pas à essayer d'acheter le dernier paquet de chips qui m'est vendu. Je cherche en fait en permanence, et ça c'est vraiment un exercice que moi je fais et que vous devriez faire aussi, c'est essayer de comprendre pourquoi l'annonceur communique comme ça. Pourquoi, quelle est l'idée derrière en fait. Et moi j'adore en fait, alors, des fois il y a des pubs qui n'ont aucune idée derrière, ou alors peut-être trop farfelues pour que je la comprenne. Mais moi je suis un gros fan de football américain et tous les ans je regarde le Super Bowl et je regarde évidemment les pubs du Super Bowl parce que bon, bah, c'est le top, que ce soit en termes de budget ou en termes d'idées, mais voilà, j'essaie toujours de décortiquer en fait l'idée en fait qui est derrière la pub. Ce qui d'ailleurs me pose un vrai problème quand je vais au cinéma, c'est qu'en fait je passe mon temps à décortiquer aussi l'image et il m'arrive des fois de passer complètement à côté du scénario parce que je suis en train de me dire comment ils ont fait ça, où est l'équipe technique, comment ils ont mis cette lumière qui tape comme ça. C'est horrible. J'ai une vie horrible au cinéma. Conclusion, s'il faut aller voir les 3 mousquetaires, la réponse est... j'ai pas encore été. On va te remercier, Cyril. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.
J'aimerais juste dire un petit dernier mot quand même. Bien sûr. Alors déjà, merci pour l'invitation. C'est vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir chez K22 de pouvoir intervenir devant vous. C'est hyper important, je t'en parlais Nicolas au téléphone, c'est hyper important en fait ces rendez-vous avec les élèves parce que à la fois pour moi, déjà moi ça me fait travailler en fait. Clairement, hein, j'ai pas l'habitude de parler devant beaucoup de personnes non plus. La dernière fois, c'était pour le mariage de mon meilleur ami, où j'avais la belle famille qui me regardait avec des gros yeux. Donc voilà, il fallait que je choisisse les bons mots. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important en fait, quand on est à l'école, c'est important en fait de comprendre en fait le métier, d'essayer de comprendre et d'avoir une autre vision en fait de l'école. Et tout à l'heure en fait est passé rapidement, furtivement une manette de PS5 qui était en 3D. Et en fait cette manette, c'est ce qui nous a permis de montrer qu'on savait faire de la 3D. Donc encore une fois, c'est pas du tout une commande du client, mais ça nous a permis en fait de récupérer le client. Et cette manette en fait, j'avais un ami qui bossait donc chez PlayStation et il a vu cette manette et il en est complètement tombé amoureux en fait. Et il m'a dit mais c'est quoi cette manette? Enfin, je dis c'est un projet, j'avais envie de m'amuser, voilà, et j'ai fait ce projet-là, quoi. Et en fait, il m'a dit, mais c'est génial, je veux que tu me fasses un print de la manette, quoi. Et en fait, je lui ai offert un print, et il a ça dans son bureau. Et tous ses collègues, quand ils arrivent dans son bureau, ils sont là, oh là là, c'est super beau et tout. Moi, j'ai juste fait ça un soir, à 2h du mat', très fatigué de ma semaine, et voilà, en fait, donc c'est important, encore une fois, de travailler en fait sur des projets qui vous tiennent à cœur en fait. C'est vraiment parce que si j'avais pas fait cette manette, si on n'avait pas travaillé sur Nike, on serait on vendrait des projets qu'on sait faire, mais dont on est connu pour ça en fait. Et le fait d'avoir montré ça, en fait, à chaque fois c'est là, on dit on sait aussi faire ça, et on montre ça, et là les gens sont mais je savais pas que vous saviez faire ça aussi, donc voilà. C'est un excellent conseil parce que nos étudiants, notamment les B1-B2, vont rentrer dans le cadre de la réalisation de leur choré des portfolios de fin d'année. Donc c'est vrai que c'est évidemment un conseil qui tombe pile poil. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on va remercier évidemment Elvis à la réalisation, on va remercier les étudiants qui sont venus malgré cette journée de grève, de manifestation et de pneus qui brûlent. Merci Pablo, et puis à bientôt pour une nouvelle Creative Talk et merci encore d'être venu. Merci à vous. Merci.